6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. En ce lundi 5 juin et à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, nous abordons la question du climat et plus spécifiquement du vote prévu le 18 juin prochain en Suisse. Les citoyens seront appelés à se prononcer sur la loi climat. Cette loi a pour objectif, je vous rappelle, d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 en établissant des étapes intermédiaires et en favorisant l'innovation et la sécurité énergétique. Cependant, le débat autour de cette loi suscite la controverse, notamment en ce qui concerne les questions des coûts. L'aspect financier jouera un rôle déterminant dans le vote en faveur et contre cette mesure de protection du climat. La question se pose, alors est-il approprié de parler d'argent lorsque nous abordons l'urgence climatique ? Eh bien, on en parle ce matin avec notre invité Dominique Bourg, philosophe franco-suisse, professeur à l'Université de Lausanne. Vous vous êtes porté candidat en 2019, je vous rappelle, aux élections européennes sur la liste Génération Écologie, et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages abordant les thèmes de l'écologie, de l'environnement, de la vie, quoi. Bonjour Dominique Bourg. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous en duplex. Dominique Bourg, je vous repose ces questions. Est-il approprié de parler d'argent lorsque nous abordons l'urgence climatique ? Quel est votre avis par rapport à ça ? Oui, c'est pas une question qu'on peut mettre de côté puisque ça exige effectivement des investissements importants, puisque ça revient, si vous voulez, ce qu'on appelle la transition énergétique. Ça revient à substituer de l'électricité à nos anciens usages fossiles, et une électricité qu'on peut produire de différentes manières, mais l'essentiel, en l'occurrence, étant de la produire de façon décarbonée. Alors ça, c'est un volet de la loi. N'oubliez pas l'autre volet de la loi, qui est l'adaptation au dérèglement climatique. Je vous rappelle qu'une ville, par exemple, comme Paris, a une mission pour savoir ce que ça donne, Paris à 50 degrés. Alors, je vous le donne tout de suite, c'est même pas la peine d'aller chercher la fiction, puisqu'on a connu ça à Lytton, à 200 km de Vancouver, il y a 2 ans. Évidemment, c'est la clim qui saute, c'est la chaîne du froid qui saute, c'est la conduction d'électricité qui saute, c'est l'asphalte, vous pouvez même plus marcher dans la rue parce que ça vous colle à vos semelles, et à 50 degrés, il vous faut 3 litres d'eau pour tenir le choc. Donc, voilà, si vous voulez être en marge de tout ça et ne rien faire, ça consiste à faire de la Suisse la nouvelle Albanie. Le pays, si vous voulez, des nains de jardin, irréductible à tout, alors que partout ailleurs, on construit des gigafactories, etc. C'est vraiment ruiner ce pays, le mettre en marge de tout, en faire une espèce de Trumpland assez curieux, quoi. Mais cette fois-ci, est probablement assez désargenté, parce que tous les flux financiers à l'échelle internationale vont aller dans cette direction. Oui, mais c'est ce qui va quand même, on va dire, susciter l'envie aux gens de voter oui ou non, finalement, à ce qui est proposé avec cette loi sur le climat. Là, ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'on pourra se regarder dans le miroir après le 18 juin, selon vous ? Alors si on a voté non, ça va être dur de se regarder dans le miroir. On va être la risée du monde entier. Et qui va vouloir venir en Suisse pour faire du tourisme ? C'est le seul pays. On va humer la bonne odeur de l'essence, où les villes vont être puantes et malodorantes et bruyantes. Je vois franchement vraiment pas l'intérêt. Je comprends pas d'ailleurs, si vous voulez, ce mouvement pour le non. Effectivement, changer les infrastructures, ça coûte de l'argent, mais à ce que je sache, en plus, ce qui est vraiment ridicule, parce que si vous voulez, les villes suisses sont déjà parties là, que ce soit Genève, que ce soit Lausanne, que ce soit Bâle, que ce soit Zurich, toutes les grandes villes, et même maintenant des villes plus petites, ont toutes un plan carbone. Simplement, la loi fédérale, elle va aider les gens à entrer dans la danse. S'ils votent contre, ils votent contre leurs propres subventions. Ça paraît complètement dingo. Mais c'est ce qui fait peur quand même aujourd'hui. Vous savez, on parle beaucoup d'augmentation, tout va augmenter, c'est l'inflation. C'est quand même une loi qui se traduira par une hausse des prix. Et ça, vous n'avez pas peur que ça fasse justement l'effet inverse que vous souhaiteriez ? Écoutez, la hausse des prix, de toute façon, vous l'aurez. Si vous voulez rester dans le pétrole, vous savez très bien que depuis 2008, il faudrait peut-être que certaines personnes s'informent un peu. Depuis 2008, le pétrole conventionnel ne pourvoit qu'à 70% de la demande mondiale. L'Agence internationale de l'énergie nous a dit que, comme effectivement, on n'avait pas fait d'investissement, mais d'ailleurs on a eu raison de ne pas le faire, on aura sans doute des tensions énormes
en termes et de pétrole conventionnel et de pétrole non conventionnel, celui qui permet de combler les 30% dans la décennie. Donc de toute façon, et en plus avec la situation géopolitique, de toute façon, si vous restez dans le fossile, oui, tout va devenir plus cher. Alors, vous pouvez réagir. Et en plus, vous êtes en marge de tout le reste. Ouais. Et aujourd'hui, on ne plaisante plus avec le changement climatique. Il faut être complètement stupide et débile. Enfin, vous avez vu ce qui se passe en Espagne. Vous avez 3 500 000 hectares où vous n'aurez plus... c'est pas moins 20%, moins 40%, moins 60% de rendement. Les plantes sont grillées avec menace de désertification d'une partie du pays. L'an dernier, vous avez eu dans la partie ouest de l'Europe 3 canicules. Le nombre de canicules que vous pouviez compter au XXe siècle pour si vous voulez, un pays comme la Suisse, vous en aviez moins que dans les 5 doigts d'une main sur un siècle. Donc, mais qu'est-ce qu'ils attendent les gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils s'informent un peu, ils regardent autour d'eux. On vous sent bien énervé. Hein. Oui, c'est complètement débile. On devrait même pas discuter de ça. C'est idiot de A à Z. Vous avez vu partout ailleurs, on est en train de faire des gigafactories, etc. Là, vous croyez que vous allez encore aller sur votre petit Harley et votre vieille coccinelle, ce sera le seul pays en Europe. On ne pourra même plus sortir à l'extérieur. C'est complètement débile. Monsieur Bourg, cette loi, justement, est-ce qu'elle se donne-t-elle les moyens de ses ambitions? C'est là où je voulais en venir avec ma question de tout à l'heure. Alors, là, c'est un autre problème, si vous voulez. Le problème, non, mais c'est pas que la Suisse, là, c'est le monde entier. Effectivement, on vend aux gens une simple translation. C'est-à-dire, vous continuez tout comme avant, simplement, vous le faites de manière décarbonée. Alors ça, oui, là, effectivement, il y a des problèmes. Si vous pensez que les 1,4 milliard de voitures qui circulent au monde, on va pouvoir les électrifier toutes, ça n'a pas de sens. Électrifier les voitures, bien sûr, c'est un sens. Tout simplement, un moteur thermique, c'est 30% de rendement. Un moteur électrique, c'est plus de 90. Effectivement, il faut le faire, mais ça consomme énormément de matériaux, etc. On aurait de toute façon, même si on restait dans le pétrole, parce que je vous ai dit, on a un problème de déplétion, mais effectivement, on va avoir une relation à l'énergie qui va être différente. On change carrément de civilisation. On change de support, le sang en fait de toute la société en passant des énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est toujours à peu près 80% de l'énergie primaire consommée au monde, et on veut le faire. Vous le savez, l'objectif de la loi est à peu près partout au monde, c'est neutralité carbone en 2050. C'est effectivement un changement qu'on fait très tard, donc qui va être plus brutal que si effectivement il n'y avait pas eu déjà tous ces idiots qui nous disaient de ne rien faire depuis des décennies. Si on avait pris le taureau par les cornes il y a 20 ans, la transition serait beaucoup plus douce. Là, elle va devoir être plus brutale, c'est vrai, et il y a un certain nombre d'incertitudes. C'est vrai que, je vois pas du tout comment on aurait la même disponibilité énergétique qu'on a eu dans la dernière décennie en 2050, tout simplement parce que, effectivement, la transition énergétique, c'est une pression sur les matériaux, par exemple sur le cuivre. Ouais. Je vous rappelle que dans une voiture thermique, vous avez 20 kg de cuivre, dans une hybride, vous en avez 40, dans une petite électrique, vous en avez 80, dans une grosse Tesla, vous en avez 280, et vous me rajoutez 100 kilos par bande de recharge. Et comme vous savez, dans certains pays, on vole le cuivre. Donc, simplement pour vous, je ne parle même pas des terres rares, d'autres métaux, je donne simplement cet exemple. Oui, donc on a vendu une certaine forme de facilité. Alors, cela dit, encore une fois, attention, l'électricité ici, en l'occurrence, c'est un vecteur. On peut le produire de façon différente. Vous pouvez le produire avec des ENR, vous pouvez le produire avec du nucléaire, vous pouvez le produire avec des barrages, vous pouvez le produire avec de la biomasse, etc. Alors, c'est toute cette révolution-là qu'on va devoir accomplir dans les décennies qui viennent, oui, certes. Merci d'être avec nous. Notre invité ce matin, Dominique Bourg, philosophe et professeur à l'Université de Lausanne. Merci d'être avec nous, Dominique Bourg, en duplex. On parle de cette votation du 18 juin prochain. Cette votation du 18 juin est-elle bénéfique compte tenu de l'ampleur du problème qui ne se limite, on le sait bien, pas à la Suisse? Dominique Bourg, est-ce que la Suisse agit-elle de la bonne manière dans ce contexte, à votre avis?
Eh bien oui, puisque de toute façon, la Suisse, elle ne fait que se mettre dans le concert des nations. Vous savez que, en fait, la loi climat, elle est assez proche de ce que l'Europe, l'Union européenne fait à côté. Vous imaginez bien que si la Suisse restait en marge de ce côté-là, l'Europe est en train de monter des taxations carbone aux frontières. Qu'est-ce que deviendrait la Suisse? C'est une île dans l'Europe. Elle ferait le contraire de ce que fait toute l'Europe. Et vous pensez que c'est avec ça qu'on va s'enrichir? Enfin, c'est vraiment ridicule. Moi, encore une fois, j'ai franchement beaucoup, si vous voulez, beaucoup de mal à comprendre. Si c'est quelque chose qu'on faisait en Suisse et en Suisse seul, Oui. je comprendrais que ça puisse renacler. Mais là, simplement, la Suisse se met dans le concert des nations, par rapport, encore une fois, à l'énergie fossile face à la question du changement climatique. Alors on va dire oui, mais la Suisse c'est même pas 1/1000 des émissions mondiales, mais ça marche pas du tout comme ça. Et c'est absurde. Qu'est-ce que voient les gens? Ce que les plus riches dépensent. Les 10% les plus riches au monde, c'est-à-dire 800 millions de personnes, vous y mettez tous les Suisses dedans, à eux seuls, ils émettent entre 37 et 45% des émissions mondiales. Donc on serait le seul pays qui voudrait rester là, qui voudrait continuer à faire ça. Vous imaginez le regard des autres? Vous imaginez comme on adorerait acheter des montres suisses qui purent le carbone? C'est ridicule. Comment on peut imaginer défendre la place industrielle suisse en voulant se mettre en marge d'un changement mondial qui arrive très tardivement par rapport à un problème gigantesque? Et je voulais rappeler, ne pas voter cette loi, c'est même pas avoir les subventions pour soi-même, chacun à sa propre échelle, entrer dans le mouvement. Et en plus, c'est n'allouer aucun argent public à l'adaptation. La Suisse a beau être une île au sein de l'Europe, elle ne va pas être épargnée par le dérèglement climatique. Et il est beaucoup plus violent et beaucoup plus rapide qu'on ne le croyait et qu'on s'y attendait. Donc, encore une fois, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans une cervelle qui pense qu'on peut rester en marge de tout et en fait cyniquement penser qu'on va bénéficier en fait de quelque chose qui va disparaître. Viendrait un pays totalement ringard. Aujourd'hui, la Suisse est en retard, est bon élève, est mauvais élève. Aujourd'hui, elle se situe où à l'échelle européenne et peut-être même à l'échelle mondiale, selon vous, Dominique Bourg, dans ce domaine-là? Si vous voulez, la Suisse, en termes, par exemple, de production d'énergie, avec d'un côté les barrages et de l'autre le nucléaire, je suis désolé, mais c'est un état de fait. C'est pas du tout. Elle fait partie des pays, si vous voulez, qui pour le moment ont une énergie intérieure peu carbonée. En revanche, comme la Suisse est riche, elle importe beaucoup, et donc l'empreinte carbone de chaque individu est très élevée, une des plus élevées d'Europe. Il faut franchement aller au Luxembourg pour avoir plus, mais le Luxembourg, comme vous le savez, c'est le seul pays où lorsqu'on vient en Europe, ou lorsqu'on vient de Suisse, on a l'impression de venir d'un pays pauvre. Alors, moi, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre, M. Bourg. Alors, je suis tombé sur ce texte. La Suisse dépend fortement des combustibles fossiles, on le disait tout à l'heure, importés, combustibles fossiles importés, ce qui a un impact sur le climat. Pour réduire cette dépendance, le Conseil fédéral et le Parlement ont élaboré un projet visant à diminuer la consommation de gaz et de mazout, tout en encourageant le remplacement des systèmes de chauffage et en soutenant les entreprises respectueuses du climat. Cependant, contrairement à l'initiative pour les glaciers, je rappelle qu'on va voter justement cette nouvelle loi, le projet interdit pas les combustibles fossiles tels que l'essence, le diesel, le mazout et le gaz. On n'est pas un petit peu dans la schizophrénie là? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas assez loin finalement, dans les deux sens. Non, alors c'est bien. Par exemple, il y a des cantons. Vous prenez le canton de Genève, une chaudière à mazout est interdite. Là, c'est une incitation pour sortir progressivement. Mais in fine, c'est dans la loi. C'est l'objectif en 2050. C'est comme pour le reste de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Ouais. Donc effectivement, vous n'aurez plus de chaudière. Simplement, au lieu de l'interdire de façon peut-être plus autoritaire, plus carrée, mais ça a évidemment aussi un intérêt, eh bien on ne le fait pas, on laisse aux gens leur vitesse d'adaptation et on les aide à s'adapter. Très franchement, je ne vois pas où est le problème. Encore une fois, si vous voulez, cette loi, elle est simplement à l'unisson de ce qui se fait ailleurs. Exactement. Alors, c'est tout. C'est simplement ça. Ouais. En quoi cette loi sera-t-elle importante en termes d'objectifs pour atteindre l'objectif net zéro 2050 ?
Ah bah parce que justement, elle crée des paliers, elle crée des incitations, elle crée un financement pour que petit à petit on franchisse ces différents paliers 2030, 2040 pour arriver à la neutralité carbone 2050. Et puis si par exemple effectivement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dérèglement climatique malheureusement s'accélère, si au bout de X années on se rend compte que effectivement on évolue trop lentement et que par exemple on a peut-être mal ciblé certaines incitations, etc. Je vois pas en quoi le Parlement ne pourrait pas revenir, le Conseil national, le Conseil des États ne pourrait pas revenir, si vous voulez, sur la loi, l'améliorer, etc. Enfin, c'est le travail législatif habituel. Donc, c'est pas un problème. Là, ce qui est important dans cette loi, c'est qu'on se fixe des objectifs qui sont des objectifs à peu près identiques à ceux que les autres nations se fixent. Si vous prenez par exemple un pays comme l'Inde ou un pays comme la Chine, enfin, l'Inde, si vous voulez, sur le plan climatique, c'est vraiment terrible. Donc même si c'est un pays qui est extrêmement dépendant du charbon, l'objectif de l'Inde à terme, c'est de s'émanciper du charbon. Alors effectivement, dans leur cas, ils recourront sans doute au nucléaire avec le thorium, ce qui est sans doute à peu près ce qu'ils vont faire. Les Chinois le feront aussi en partie, mais comme vous le savez, les Chinois, ce sont eux qui ont le plus développé jusqu'à aujourd'hui les énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Dominique Bourg, l'objectif net zéro 2050, on y arrivera ? Alors, c'est net zéro avec un petit peu de compensation, un petit peu de captation. Dans la loi, il y a aussi ce qu'on appelle les émissions négatives. Alors moi, je préfère les voir, si vous voulez, plutôt naturelles qu'artificielles. En plus, artificielles, les capacités seront quand même relativement réduites. Mais voilà, tous les pays tendent vers, et ce que je peux vous dire, c'est que la raison pour laquelle on essaie de le faire, elle s'accentue, elle devient de plus en plus pressante. Jamais, si vous voulez, un climatologue, il y a 5 ou 10 ans, vous aurait dit que maintenant, les 50 degrés sur Terre, du nord-est de la Sibérie jusqu'à l'Australie, c'est quelque chose qui devient récurrent. Par exemple, l'an dernier, au Pakistan, dès la mi-mai, on avait des températures constantes à 50 degrés. Vous imaginez ce que ça signifie. Ouais. Dominique Bourg, merci d'être avec nous ce matin. Reste avec nous parce qu'on a des questions qui sont arrivées sur notre numéro WhatsApp pour vous. Juste après cette petite pause, on parlait des accords de Paris. Okay. On va y aller à Paris justement avec notre envoyé spécial sur place. Il s'appelle Jérémy Amsalag. On se détend un petit peu et on revient juste après avec vous en duplex. À tout de suite. Merci Dominique Bourg d'être avec nous. 7h28 sur M. Dans les rues de Paris avec Jérémy Amsalag. Exclusivité sur Paris, vous êtes avec Jean-Laurent Medium, Paris 9e, en exclusivité. Comment tu rencontres les filles, toi ? Faut rêver la rencontre, il faut la rêver. Toi, t'es un séducteur ? Un grand séducteur, ouais. Bonjour les filles. Bonjour. Je n'ai pas les mots. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous me faites prendre conscience que la beauté, l'amour agissent sur nous avec un puissant sortilège. Je vous le cache pas les filles, vous êtes ravissantes. Qu'est-ce que vous cherchez comme qualité ? L'intelligence. L'intelligence. Eh bien, je vais répondre. Oui, je suis intelligent parce que j'ai les capacités de m'adapter à toutes les situations. Là, est-ce qu'il y a une possibilité d'aller plus loin, vous pensez ? Non, pas pour moi. Non. Toi, tu fais de la séduction de rue ? Exactement, j'ai beaucoup pratiqué à Montpellier. Ma facilité à moi, c'est de briser la glace. Comment vous allez faire pour séduire de rue ? Alors, par exemple, là, il y a une jeune femme qui arrive. Mexico. Bon, là, on a brisé la glace parce que là, j'ai mis. Briser la glace. On a brisé la glace, typiquement. T'es sûr que t'as pas fait la glace plutôt ? Genre t'as construit la glace ? Le mur de glace entre nous, je crois. Sur une échelle de 0 à 10 au niveau de l'intérêt, on est plutôt à 0 ou à 10 ? À moins de 10. Célibataire, mesdames ? Non. Est-ce que si vous étiez célibataire, vous pourriez être intéressé ? Non. On a eu hier un monsieur qui a enchaîné les échecs en drague de rue. Vous pensez que draguer dans la rue, ça peut marcher ? Ah non, plus de nos jours. Je vous conseille pas les gars. Il y en a, ça marche, il y a déjà des couples, moi ils se sont dit bon on s'est croisés, il m'a abordé, ça a marché. Il y a sur un sondage, les Français sont les moins bons coups d'Europe, vous pensez que c'est vrai ? Bah je pense pas, après on se débrouille. Apparemment les meilleurs c'est les Suisses. Ah possible Selon une étude, la fondue augmente la libido de 40%. Ça excite la fondue ? Je tenterai alors. Ah je vais me mettre à la fondue alors. Ça vient peut-être de là alors. Ouais c'est ça, je vais peut-être me mettre à la fondue. Là vous avez quasiment tout votre torse qui est nu comme ça. Pour l'audimat, est-ce qu'on pourrait ouvrir un petit bouton en plus ? Ça pourrait aider. D'accord, y a pas de soucis. Vous êtes un peu coquin vous hein ? Je sais pas.
Jérémy Salak dans les rues de Paris. On le retrouve tous les jours, c'est notre envoyé spécial. On va le retrouver bien sûr demain pour de nouvelles aventures en direct et en duplex avec Dominique Bourg, philosophe et professeur à l'Université de Lausanne. Merci d'être avec nous, Dominique Bourg, pour répondre à nos questions. On a reçu beaucoup de messages. On va les lire d'ici quelques instants. Juste pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, on parle de cette votation du 18 juin, la loi climat, le changement climatique. Alors, ce changement climatique n'est pas simplement un phénomène naturel, mais c'est plutôt un enjeu profondément politique, Dominique Bourg, aujourd'hui. C'est ça qu'on peut dire. Ah ben c'est pas un phénomène naturel, si vous voulez, c'est un phénomène qui est dû à la surconcentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère d'origine humaine. Donc là, non, c'est un surcroît humain, anthropique. Et évidemment, ça va s'exprimer au travers du climat qui lui est un phénomène naturel, mais c'est les activités humaines qui le changent et qui le changent extrêmement rapidement. Et je rappelle que dans la loi, il n'y a pas simplement l'objectif, si vous voulez, de neutralité carbone en 2050. Il y a aussi l'objectif d'une adaptation de la Suisse, de ses infrastructures, à un climat qui se dérègle et qui change extrêmement rapidement. Donc ne pas voter la loi, c'est un peu comme, si vous voulez, aller vers un danger majeur sans aucune assurance risque. Et là, déjà, il faut aller voter. C'est très important. N'oubliez pas d'aller voter le 18 juin. Dominique Bourg, on a reçu... vraiment, c'est un sujet vraiment qui est clivant. Ça réagit. Je peux vous dire, ce matin, on a reçu pas mal de messages au 079 121 9000. Elsa, ce premier message qui est arrivé notamment sur notre numéro WhatsApp. Premier message de Marine. Alors, on peut mettre tout le monde à vélo électrique à 45 km/h, mettre tout le monde à cheval et s'éclairer à la bougie, mais la pollution ne changera en rien tant que les USA et la Chine vont penser à leur richesse et qualité de vie avant le reste. Ces lois climat en Suisse sont juste des excuses pour justifier des éventuelles nouvelles contraintes par la suite envers le peuple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que répondre à ça, Dominique Bourg ? C'est un gag. Évidemment, si vous voulez, c'est le monde entier qui est en train de shifter en dehors du pétrole. Je vous rappelle qu'au fondement de cette loi, c'est l'accord de Paris. L'accord de Paris qui a été signé par toutes les nations. Les États-Unis sont en train d'investir de façon gigantesque justement dans la décarbonation de leur industrie. Donc c'est pas la Suisse toute seule. C'est absurde cette idée-là. Et encore une fois, comment vous allez faire dans l'îlot suisse ? Vous allez amener votre pétrole, parce qu'il y aura plus les infrastructures, vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne, depuis Marseille, ou depuis Le Havre, ou depuis Amsterdam. Mais ça veut dire quoi ? Que ce pays veut se mettre en marge de tous les autres. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, on peut se mettre en marge en essayant d'être plus intelligent. Allez-y, les amis. Moi, là, franchement, je vous y encourage. Mais vous mettre en marge en sortant des infrastructures telles qu'elles sont en train d'être changées, d'évoluer, ça n'a aucun sens. Autrefois, ça s'appelait l'Albanie, je le répète. Alors, bienvenue au Swaziland, Albanie suisse. On a Midi qui dit quels sont les gestes que les citoyens peuvent faire au quotidien pour cette loi ? Alors ça, si vous voulez, c'est compliqué parce que en fait, nos émissions de carbone, elles sont pas simplement dues à nos fantaisies individuelles. En fait, elles sont aussi beaucoup dues aux infrastructures. C'est-à-dire, si vous êtes très vertueux, vous allez peut-être pouvoir baisser votre empreinte carbone de 25%. Si vous êtes totalement fanatique, vous arriverez à atteindre 40%, mais vous serez haï par tout votre entourage. Donc, en fait, c'est là que c'est nécessairement un changement collectif. C'est un changement d'infrastructure. Alors, individuellement, effectivement, oui, prendre sa voiture pour faire 2 kilomètres pour aller amener des enfants à l'école ou acheter sa baguette, ça n'a absolument aucun sens. Et effectivement, on peut aisément s'en passer. Mais encore une fois, tout n'est pas de l'ordre de l'individu. Il y a beaucoup de choses qui sont infrastructurelles dans cette affaire. Ok, on a Cédric qui dit, est-ce que le fait d'aller se coller les mains sur les routes sensibilise vraiment les gens ? Je crois que ça embête plutôt tout le monde, non ? Alors écoutez, chacun verra ce qu'il veut. En tout cas, ceux qui se collent les mains sur les routes sont moins informés de ce qui arrive. Ils ont au moins un minimum de générosité en pensant évidemment se sacrifier eux pour le bien public. Moi franchement c'est devenu tellement rare que j'ai absolument pas envie de critiquer ça. Ok. On a une autre réaction de Claudia.
Pas de taxes, mais les propriétaires devront changer leur système de chauffage. Et alors, merci les augmentations des loyers qui sont déjà excessifs. Si la loi passe, l'électricité n'a pas fini de prendre l'ascenseur et ça va être comme la malle, une augmentation par année. Ouais. Ça rejoint la question qu'on avait au tout début, Dominique Bourg. Hein. C'est vraiment ce qui fait peur aux gens, c'est l'argent finalement. Hein. C'est quand même ça. Hein. Oui, mais alors il faut leur dire que de toute façon, à 8 milliards sur une planète, avec la pression sur les ressources, oui, il y a de fortes chances qu'il y a un certain nombre de choses qui deviennent plus chères. Et en tout cas, rester sur le pétrole, vu ce que nous dit justement l'Agence internationale de l'énergie, et puis en plus être dans la main du pays comme la Russie, qu'il y aille cette dame, moi je veux bien pour elle. Mais franchement, c'est pas une bonne chose pour l'ensemble des Suisses. D'autres messages sont arrivés sur notre numéro WhatsApp pour vous ce matin, Dominique Bourg, au 079 121 9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Et ce message, notamment, Elsa. Alors, on a Fiona qui dit « Qui sont les plus mauvais élèves sur le respect de ces lois ?» Les plus mauvais élèves à l'échelle internationale ou à l'intérieur ? J'imagine à l'international, oui. J'imagine. À l'échelle internationale, je vous l'ai dit, la Suisse est pas mal placée pour des raisons, évidemment, parce que son électricité est peu carbonée. C'est une des électricités les moins carbonées. Il y a mieux si vous allez du côté de la Norvège, par exemple la Suède, ou si vous allez à Hydro-Québec au Québec. Mais ça fait partie des pays qui sont de ce point de vue-là bien classés. En revanche, je vous l'ai dit, en termes de consommation, en termes d'importation, là non, la Suisse n'est pas très très bien classée. C'est un pays, en fait, un peu plus de la moitié, ou en gros la moitié des émissions sont des émissions importées. Et on peut rajouter à ça, évidemment, les voyages en avion, toutes ces choses-là. Donc là, de ce côté-là, franchement, la Suisse n'est absolument pas exemplaire. Mais dans sa production d'électricité, c'est un des pays qui produit une électricité la moins carbonée aujourd'hui. Alors, on a René qui dit « Quelles sont les autres alternatives à part le gaz et le mazout ?» Alors, non, l'alternative, c'est gaz mazout d'un côté, donc ce qui est fossile, il peut rajouter de charbon pendant qu'il y est, et puis effectivement, toutes les autres manières de produire de l'électricité. Je vous rappelle, la transition énergétique, c'est substituer de l'électricité aux usages antérieurs des fossiles. Par exemple, vous passez d'une voiture thermique à une voiture électrique, si tant est que vous ayez vraiment besoin d'une voiture. Ça, on pourra encore en rediscuter. Donc l'alternative, c'est entre l'électricité décarbonée et les énergies fossiles. Alors, produire de l'électricité décarbonée, vous avez des façons très différentes de le faire. Vous pouvez le faire avec l'éolien, vous pouvez le faire avec le photovoltaïque, vous pouvez le faire avec le nucléaire, vous pouvez le faire avec la biomasse. Pour le chauffage, un jeu entre l'électricité et avec une pompe à chaleur qui va aller chercher les calories dans le sol, etc. Vous avez là, alors différemment de ce qui se passe avec le pétrole, vous avez une multiplicité. Et cette multiplicité de sources, eh bien, elle va être dépendante de la géographie, du niveau technique, de différentes choses. Alors cela dit, oui, c'est une forme de défi. On est toujours à 80% d'énergie primaire d'origine fossile. Il s'agit d'être quasi à zéro en 2050. Ouais. Mais quand on parle d'éolien, ça provoque d'autres réactions. Hein, on le voit bien. Hein, tout le monde s'y oppose parce que c'est pas joli dans le paysage, parce que ça fait du bruit, parce que ça dérange. Lorsqu'on veut poser des panneaux solaires sur les toits des maisons, il faut faire des demandes de permis de construire. Enfin, c'est tout un cirque, c'est pas possible. Finalement, on nous aide pas forcément non plus à peut-être prendre le bon chemin ou faciliter les choses pour aller dans ce sens-là, Dominique Bourg, aujourd'hui. C'est quand même compliqué aujourd'hui. Oui, alors la transition énergétique, c'est effectivement quelque chose qui est pas très simple, qui est compliqué. Là où les éoliennes sont les plus intéressantes, et d'ailleurs c'est là qu'on a les plus grosses, c'est en mer et assez loin des côtes. Évidemment, pour la Suisse, vous en doutez bien, c'est râpé. Alors après, évidemment, on ne met pas des éoliennes partout. Les mettre sur une crête, c'est écraser la crête, c'est franchement effectivement altérer le paysage. La transition énergétique, ça demande d'être souple, pas d'être systématique, parce que précisément on peut pas mettre des éoliennes partout, on peut pas mettre des panneaux solaires partout, et puis effectivement, les techniques évoluent aussi. Les choses sont en train d'évoluer. D'ailleurs, ça va pas faire plaisir à tout le monde sur le plan du nucléaire. Je connais
jeune start-up qui est en train de mettre au point des micro-réacteurs. C'est même pas ce qu'on appelle des SMR, c'est même plus petit. C'est des réacteurs qui permettraient d'alimenter une ville de 150 000 habitants sans aucune soudure, en céramique, fonctionnant avec ce qu'on appelle ces 4e génération, les sels fondus, et qui utiliseraient les anciens déchets nucléaires, par exemple. On va avoir une multiplicité, et aujourd'hui une espèce de, si vous voulez, d'émulation sur les façons de faire. On est en train d'entrer dans une grande transition, donc les choses sont relativement ouvertes. Moi, je vous dis, la seule chose à laquelle je ne crois pas, c'est que effectivement on fasse la même chose que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire avoir 1,4 milliard de voitures électriques. C'est absolument pas raisonnable, tout simplement. On aura probablement pas assez de métaux pour le faire. Si vous voulez, le talon d'Achille de la transition énergétique, le goulot d'étranglement, en fait, ce sont les convertisseurs d'énergie. Si vous aviez même une source d'énergie infinie, ça ne changerait rien. L'énergie, elle est utile que si vous avez un réseau et ensuite un convertisseur, pour la convertir en quantité, en disponibilité, au temps et au lieu souhaité. Et ça, c'est ce qu'on appelle des convertisseurs. Et ces convertisseurs sont très gourmands en métaux. Donc c'est là qu'on a le goulot d'étranglement de cette affaire. Alors, ce que vous dites, c'est que finalement, il y a des solutions, c'est un retour encore assez positif, on va dire. Il y a des solutions, mais ça veut dire qu'on va devoir changer notre façon de vivre, revoir certaines choses. C'est ça que vous laissez sous-entendre aussi. Oui, alors oui, absolument. On va devoir la changer. On s'est habitué à une espèce de gabegie énergétique. On ne faisait absolument pas attention à ce genre de choses. Il y a d'autres domaines aussi. On va devoir changer notre attitude. Vous regardez ce qui se passe en termes de sécheresse en Europe. Vous voyez très bien que la relation à l'eau, en quelques années, est en train de changer de façon extrêmement importante. On est sur une planète qui devient de moins en moins habitable, qui devient plus violente, avec des tensions énormes sur les ressources. Oui, que vous le vouliez ou non, nos modes de vie vont devoir changer. On va devoir s'adapter à un monde différent. Et alors, on peut espérer qu'au bout du compte, quand on sortira du tunnel, ce monde sera meilleur. Mais là, on va cumuler effectivement des changements, on va être bousculé et en même temps avec des tensions, et tout ça sous un climat qui devient de plus en plus rude. C'est effectivement ce qui nous attend dans le proche futur. Et c'est pas en regardant vers le passé, en essayant de s'accrocher à ce qui existait et ce qui n'existera plus, qu'on va pouvoir aller vers le meilleur. Dominique Bourg, philosophe et professeur à l'Université de Lausanne. Merci d'être avec nous, Dominique Bourg. Je rappelle que nous votons le 18 juin, notamment sur la loi climat. Merci de répondre à toutes ces questions, parce qu'on a reçu beaucoup de messages, je vous le cache pas, Dominique Bourg, ce matin, via notre numéro WhatsApp au 079 121 9000. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet, au moins, il intéresse. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez ça plutôt d'un bon œil, quand même. Ah bah oui, que ça passionne, c'est très bien. Alors nous avons encore ce message qui est arrivé il y a à peine quelques instants. Elsa, je vous laisse peut-être nous le lire. Alors c'est un message de Jérém qui dit « L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est souvent utilisé de manière insatisfaisante ou inefficace. » Qu'en pensez-vous, Monsieur Bourg ? De toute façon, déjà les 1,5 degrés, les amis, c'est quand même largement plié. Ce qui est important, c'est effectivement de réduire le plus rapidement possible et à l'échelle globale nos émissions pour au moins ne pas excéder les 2 degrés et s'éloigner le moins possible des 1,5. En fait, si vous voulez... D'après ce qu'on sait, une année à 1,5, la probabilité de l'avoir dans les 2 années qui viennent, elle est de 40%. En 2030, on sera sur une moyenne déjà à 1,5. Toute la difficulté, c'est effectivement de s'en éloigner le moins possible et surtout de tenter de ne pas dépasser, ou en tout cas de très peu, le fameux plafond des 2 degrés. Parce que là, ça change encore. Bon, déjà, c'est déjà maintenant, vous voyez très bien le degré de dégâts qu'on a avec une élévation moyenne entre 1,1 degré et 1,2 degré. Donc, vous imaginez ce que ça donne. Ça n'est pas linéaire. À chaque dixième, effectivement, compte.
Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Peut-être pour terminer, Dominique Bourg, j'aimerais bien que vous réagissiez par rapport à ça. Il est temps d'aller plus loin que les avertissements et de passer à l'action de manière plus pressante que jamais. Là, il y a urgence, c'est ça le message. Et le message... Oui, si vous voulez, c'est même pas de passer à l'action. De toute façon, les dégâts, ils sont déjà là, ils sont énormes. Je vous ai rappelé ce qui se passait en Espagne. En fait, je vous l'ai dit, maintenant dans l'hémisphère nord, on a des vagues de chaleur, des sécheresses accélérées qui s'accumulent. La première conséquence, c'est l'effondrement de nos capacités de production alimentaire. Donc voilà, si vous restez les bras croisés par rapport à ça, c'est assez difficilement compréhensible. Donc là, pour terminer, le 18 juin, vous préconisez, vous invitez la population à voter. Oui, c'est ça, on l'a bien compris. Évidemment, je le répète, voter non, c'est se mettre en marge et se désigner comme accusé favori de toutes les turpitudes de la planète. Franchement, c'est pas tout à fait enviable. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous a bien entendu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions ce matin et à celles de nos auditeurs et téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Dominique Bourg, aujourd'hui ? Eh bien, un vote positif et massif le 18 juin. Très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Et j'espère vous avoir prochainement, mon cher, en os sur ce plateau. En attendant, bien à vous et merci encore de nous avoir consacré un petit moment ce matin. Belle journée à vous. Merci, Dominique Bourg. Merci, belle journée. Au revoir.